Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour chers auditeurs de Sud Radio, bienvenue sur Sud Radio en ce mercredi 18 mars 2026. La France est en pleine agitation, les esprits sont mais libérés, les voix aussi, on va le voir. La France devient-elle, on va parler élections évidemment, on va revenir dessus, mais là, puisqu'on est sur le terrain de la municipale, les campagnes donc entre autres, les ruralités, la France devient-elle le pays où on a le temps de clamser 10 fois avant d'être soigné? Effectivement, il y a une explosion du délai d'attente pour un rendez-vous médical. Avis aux campagnards municipaux. On en discute à 12h10 avec Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. On va revenir sur la valse hésitation et les chaises musicales qui animent la grande farandole électorale en vue du deuxième tour des municipales. Comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc faudra attendre le deuxième tour. Décryptage de cette situation, 2h45, avec le politologue Christophe Boutin. Je recevrai de 13 à 14h, soyez attentifs et appelez-nous au 0826 300 300. Je recevrai Emmanuel Razavi, co-auteur avec Jean-Marie Montali d'un livre, Paris-Téhéran, le grand dévoilement, 50 ans de falsification française sur l'Iran. On nous a raconté n'importe quoi, et sur le Shah, et sur le régime des Mollahs, qui est pire que ce qu'on pense. On va essayer de mettre un petit peu les choses en ordre pour comprendre la tragédie que vit ce grand pays, ami de la France, et pour lequel et les médias et la classe politique ne nous ont pas toujours raconté la vérité. Et puis avec Albin Teixeira. Bonjour Perico, bonjour à tous. Qui est là, nous allons faire quelques perles. J'ai oublié de vous dire la grande information du jour. Il est revenu. Julien Delmas est de retour. Bonjour, c'est lui qui commande, mais voilà. Exceptionnel. Bon. Alors, on s'en est sorti sans lui, il faut dire la vérité, parce qu'il était inquiet, on s'en est sorti sans lui, mais je suis bien content de le retrouver, parce que il est quand même pour moi une référence, pas idéologique, il est une référence professionnelle, et puis à ses côtés, il y a Emmanuel Galasso. Ah, il se cachait derrière son écran. Voilà Emmanuel Galasso, il est là, il vous attend, 0826 300 300. Ne vous précipitez pas, chacun sera reçu à son tour aux appels et il transmettra parce que vous avez envie d'intervenir et je pense que les informations qu'on va vous communiquer aujourd'hui certainement susciteront envie, un besoin d'intervention, d'expression. C'est le Parlons Vrai, c'est la radio des auditeurs et vous êtes ici chez vous. Voilà pour le programme et je vous dis à tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, les résultats des votes du premier tour de cette élection municipale 2026 en République française, ici et là, a suscité de grands émois, de grandes colères, de grandes inquiétudes, avec des scores à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, à Roubaix, à Limoges, à Toulouse, de la France insoumise. Je voudrais juste que l'on revienne à des chiffres officiels qui ne sont que des indicateurs d'un premier tour d'élection municipale. Ça n'est pas la photo de la France, mais je tiens seulement à préciser que le dimanche 15 mars, le pourcentage d'électeurs ayant mis un bulletin de vote La France Insoumise, LFI ou apparenté dans l'urne est de 3,87% avec 654 691 voix. Dans le même ordre, le Rassemblement national recueille 937 299 voix, soit 5,54 des suffrages exprimés. On est bien d'accord, ce n'est pas la photo électorale, ce n'est pas ce qui se passerait dans
Bonjour. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ça va très bien, Pierre Goulégas, c'est vous? Ça va, si je vous ai en ligne, c'est que ça va. Merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un lien direct entre la campagne municipale, cette ruralité, alors il y a la campagne municipale et les campagnes, et premier souci des Français quand ils vont voter, et c'est une priorité, quel est le délai pour aller chez le médecin? Je disais dans ma présentation, on peut clamser 10 fois avant d'avoir un rendez-vous médical. C'est ce que m'avait dit un ami suédois avec la médecine en Suède, vous savez, c'est gratuit, on fait la queue, et le temps que vous ayez votre rendez-vous, c'était la même chose. La situation, Jérôme Marty, semble s'être particulièrement aggravée, alors que on n'a jamais été conscient de cet enjeu, on n'a jamais été aussi inquiet dans le monde politique, chez les parlementaires, chez les observateurs. Le désert médical, c'est devenu aujourd'hui, c'est presque aussi grave que le terrorisme et le chômage, c'est une priorité, et les chiffres sont là. Il faut de plus en plus de temps pour j'ai des chiffres là, médecine généraliste 12 jours, pédiatrie 3 semaines, j'ai dit non, mais même moi je suis dans l'Indre-et-Loire. Alors vous savez ce que font les gens, docteur? Ils prennent le TGV, ils montent à Paris. Voilà où on en est. Comment vous expliquez que ça se soit encore plus aggravé alors qu'on est conscient de la réalité du danger? En fait, on est dans un double effet ciseau, celui de l'augmentation du vieillissement de notre pays. Et vous savez que plus on vieillit, plus on a besoin de soins. C'est clair. Plus on demande à avoir accès aux soins. Et puis, un nombre de médecins qui se restreint, et en tout cas, une pyramide qui est inversée, qui fait que chaque fois qu'une tranche part à la retraite, la tranche qui la remplace est beaucoup moins importante. Et donc, le problème ne fait que s'aggraver. Et le problème qui se pose à nous, c'est que cette guerre de la demande d'accès aux soins, on va la perdre. Alors, je ne vais pas vous améliorer le moral aujourd'hui, mais on va la perdre parce qu'on n'est pas en train du tout de prendre la mesure de l'augmentation du vieillissement et de la dépendance dans les 25 années qui viennent. On va avoir 700 000 personnes de plus dépendantes dans les 25 ans qui viennent. Le nombre de patients de plus de 80 ans a été multiplié par 3 entre les années 2000 et aujourd'hui, et il va continuer à augmenter. Donc, si on ne crée pas des structures pour accueillir nos aînés, si on ne multiplie pas le nombre de soignants, et quand je dis soignants, c'est aides-soignantes, infirmières, médecins, etc., on n'y arrivera pas. Et puis surtout, Pierre Goulégas, c'est ça, c'est un problème qui, je sais, vous est cher. Si on ne réaménage pas le territoire, on n'y arrivera pas. Jérôme Marty, vous êtes en train de m'expliquer qu'il va y avoir un double fléau dans l'équation. On va avoir de moins en moins de gens pour payer la cotisation des retraités, puisqu'on aura de moins actifs, et on aura de plus en plus de gens d'un certain âge à soigner. Voilà, on est chez Kemat, là. Ne me dites pas que c'est pas la démission d'une classe politique. Ça fait longtemps qu'on est au courant. Il y avait peut-être des mesures courageuses et difficiles à prendre. On va les prendre dans la catastrophe, si tant est qu'on puisse encore les prendre. Là, je dis pas que vous laissez peu d'espoir, mais le temps qu'on remette en place une mécanique qui permette à la fois, alors d'avoir des emplois, ça c'est pas votre sujet, mais pourtant, pour payer les retraites, il faudra qu'on ait des emplois, c'est la seule solution, c'est-à-dire réindustrialiser le pays, bien entendu, faire un plan et réaménager le territoire. Vous préconisez quoi au niveau de la médecine? Est-ce qu'il y a une mesure immédiate? Imaginez que demain, le futur président de la République vous dit, docteur Marty, je vous nomme à la santé, vous avez carte blanche, tant pis, qu'est-ce que vous prenez comme première mesure? Si mon homme à la santé, je lui souhaite bien du courage. Parce que mais il assumera. Il n'aura pas le choix. Qui n'ont pas été faites jusqu'à présent. Lesquelles je vous prends au mot. Lesquelles? Première chose, il faut que l'on libère l'investissement dans le soin et notamment la possibilité de création de structures privées ou publiques, qu'elles soient médico-sociales ou qu'elles soient sanitaires. Je vais vous donner un exemple qui va vous effrayer. Les soins médicaux et réadaptation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les moyens séjours, qui sont les établissements qui accueillent les patients âgés notamment au sortir de l'hospitalisation, quand leur état n'est pas encore stabilisé, et avant que ceux-ci regagnent leur domicile ou leurs EHPAD. Eh bien, ces structures-là, si vous voulez aujourd'hui augmenter le nombre de lits, ce nombre de lits n'est pas financé. Il n'y a pas d'enveloppe pour le faire, il n'y a pas de possibilité de le faire. D'accord, donc c'est budgétaire. L'État ne consacre pas le budget nécessaire à cette prestation. Il faut que le politique comprenne une chose. Et ça, c'est l'objectif national des passes d'assurance maladie qui nous a mis dedans. Il faut que le politique arrête de regarder la santé uniquement sous l'angle économique immédiat, sur le rapport immédiat, mais sur ce qu'elle pourra rapporter dans les 20 ans. Or, c'est le meilleur placement pour un pays. Alors, le problème, c'est qu'on est en crise économique très importante. L'assurance maladie est en déficit, et vous le savez. Oui. Et donc, c'est difficile. C'est comme quand on demande à une banque de vous prêter quand vous êtes déficitaire. C'est difficile. Mais pour autant, le gain financier pour le pays, il est dans 20 ans. Donc, il va falloir en tenir compte. Et puis, il faut multiplier
le nombre de soignants, et ça aussi c'est difficile pour un politique de le penser, alors que celui-ci est gavé d'idées sur l'intelligence artificielle qui remplacerait ces professions-là, sur d'autres professions moins capées, on va dire, qui remplaceraient aussi ces professions-là. Tout ça est de l'erreur. L'intelligence artificielle est un outil, une arme qu'on va tous utiliser, les patients, vous, comme nous, qui va améliorer le soin, mais qui ne nous remplacera pas. Ça ne remplacera pas votre cardiologue, ça ne remplacera pas votre rhumatologue, ça ne remplacera pas votre psychiatre si vous en avez besoin. Donc ces professions-là, il faut qu'on les multiplie. Or, aujourd'hui, au sortir de l'internat, le nombre de places qui est fait, qui est donné, est plus fait en fonction des besoins des services hospitaliers que des besoins des Français. Ce qui explique que très peu de rhumatologues sont formés, très peu de cardiologues sont formés. C'est pas du tout à l'aune du besoin des Français. Et puis, il y a certaines professions, certains actes qui se doivent d'être revalorisés pour éviter qu'on ait une fuite comme ça de professions qui partent vers d'autres horizons que le soin, ce qu'on a vécu avec la dermatologie notamment, avec des gens qui sont partis du soin pour faire autre chose. Alors, on ne peut pas les blâmer, mais en tout cas, il n'y a plus de soins. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à trouver de dermatologues. Et les psychiatres aussi ont disparu parce que, notamment, on ne rémunère plus la psychiatrie au regard de ce qu'elle peut amener pour la société. Dermatologue, 4 mois et 2 semaines, le délai d'attente de moyenne. Cardiologue, 3 mois et 2 jours. Ophtalmologue, enfin, c'est 2 mois minimum, et je connais les endroits où c'est pire que ça. Jérôme Marty, qui détient le levier de la machine à fabriquer des médecins et des aides-soignants et de la machine performante? Voilà, qui détient le levier, à la fois le ministère de la Santé, à la fois l'assurance maladie, à la fois les régions, enfin tout ça doit discuter. Il faut impérativement que tout le monde se mette autour de la table, et puis surtout, les représentants des médecins et les représentants des patients. Il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on arrive à faire face à ce manque de médecins. Vous savez que si vous prenez la médecine générale, 20% des médecins généralistes, ce sont des retraités actifs. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nos confrères atteints par l'âge déplaquent et ne font plus de retraite active, ou ne veulent plus en faire, parce qu'ils sont totalement épuisés. Oui. Donc, il faut qu'on les aide. On a vu aux dernières discussions, au dernier budget de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, on a vu qu'on a plutôt tiré dans les pieds des gens qui sont à la retraite et qui font de la retraite active, parce qu'on va les taxer un peu plus. Ça, c'est typiquement français. Plutôt que les aider, on va les taxer. Il faut arrêter toutes ces folies-là. Il faut flatter plutôt les gens qui veulent faire des heures en plus et acceptent de prendre des patients en plus. Je reviens à mon idée de vous voir au ministère de la Santé. Est-ce que pour autant vous auriez aujourd'hui les moyens matériels et techniques de mettre en place les mesures que vous préconiseriez, que vous voudriez mettre en place? Non, clairement non, parce qu'on serait pris par l'ONDAM, Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qu'il ne faut surtout pas dépasser. Et donc, on se retrouve dans une espèce de cadre qui n'est pas propice et qui n'est pas, qui n'est pas adapté au sauvetage de notre pays. Jérôme, mais là vous auriez le pouvoir de les dépasser. Là, ça serait un de vos leviers, c'est de dire, est-ce qu'on peut casser ce que vous mettez le doigt là sur ce qu'il y a de plus, j'allais dire, contrariant. Est-ce qu'on peut repenser? Oui. Oui, on peut, Périgolégas, mais il faut revenir sur 1996, il faut revenir sur les lois Juppé, il faut revenir sur l'ONDAM, il faut démolir cet objectif national de dépenses d'assurance maladie, il faut certainement faire une enveloppe séparée pour la santé, il faut enlever de cette enveloppe tout ce qui est salaire et rémunération des soignants. Il faut arrêter de lier ces rémunérations à l'état économique de l'assurance maladie. Et puis, il faut qu'on ose avoir un plan qui n'est pas un plan décennal, qui est un plan à 20 ans pour la santé. Or, là, actuellement, on raisonne à 3 mois. Donc, on ne peut pas y arriver. Vous êtes vraiment dans la vision. Jérôme, nous avons un auditeur qui s'appelle Marc, qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Bonjour Monsieur Périgolégas, bonjour Monsieur Jérôme Marty. Vous êtes remarquable Monsieur Jérôme Marty, et voilà. Donc moi j'ai fait médecine de l'année 70 et j'ai 4 questions à vous poser. Dans ces années-là, il y avait une fac de médecine, une de pharmacie, une école dentaire, une école de sage-femme. Qui a décidé de tout regrouper? Première question. Deuxième question. Après un trimestre, on disqualifie. Là, actuellement, tout est regroupé. Et après un trimestre, on va dire au gars qui s'est mis pour médecine, ah ben non, tu peux plus, t'as pas des bonnes notes. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, voilà, donc il quitte la fac, qui a décidé enfin de supprimer les internats de région. Ainsi, l'étudiant qui est à Montferrand, il s'installait dans sa région. Bon, enfin, en fin d'études, il y avait la possibilité de faire une spécialité pour certaines spécialités en 3 ou 4 ans. Et on devenait spécialiste. Du coup, il y en a plus. Voilà les 4 questions. Et j'espère que vous serez ministre de la Santé avec un gouvernement responsable. Ouais, non, mais c'est vrai.
Et après, moi, j'aimerais bien vous rencontrer parce que moi, je suis très, on vous mettra en contact. Je suis très motivé par les trucs politiques et j'aimerais, avec vous, et puis peut-être des amis chirurgiens qui m'expliquaient des choses, faire un programme de médecine pour le futur candidat présidentiel. Sud Radio essaiera d'organiser la rencontre, Marc. Jérôme Marty, vous avez 4 questions, vous avez 4 minutes. 4 questions très rapidement, mon cher confrère. C'est la somme des politiques sanitaires successives qui nous ont mis dedans. Et effectivement, parce qu'à courte vue, on a cru faire de l'économie en nous mettant dans les mêmes facs, en regroupant différentes professions. On a foutu en l'air la première année de médecine avec la réforme abominable qu'on a mis en place où effectivement on leur interdit de redoubler, on les envoie dans des espèces de filières qui ne sont pas la santé, puis ils peuvent revenir dans la santé à la 3e année. Enfin, tout ça est folie. On a cassé l'internat dernièrement aussi avec une réforme complètement absurde. On fait comme ça, à chaque fois, on prend des petites réformettes comme si un ministre voulait laisser un nom. Et s'il était plus important de laisser un nom, de laisser une trace avec son nom que de véritablement modifier les choses. Et petit à petit, la médecine s'est enfoncée et ceux qui en payent le prix le plus douloureux, ce sont les patients. Et vous avez raison, il faudrait revenir sur tout cela, il faudrait revenir sur une vraie régionalisation. La régionalisation était quelque chose de très beau, les ARS, les agences régionales de santé, c'était quelque chose de très bien au départ puisque ça rapprochait l'administration du soignant. C'était fait pour que les gens se parlent et puis très rapidement, la verticalisation est revenue. Les gens sont partis prendre leurs ordres à Paris. Et puis la direction générale de l'offre de soins, le ministère, l'assurance maladie au niveau national, tout ça gouverne et on perd du temps. Et on perd du temps parce qu'on n'adapte pas le soin aux besoins réels. Et les besoins réels, c'est les territoires. Et tel territoire ne ressemble pas à tel autre territoire. Jérôme Marty, Marc, qui aurait pu faire un bon journaliste, il a devancé ma question justement sur cette question. Vous êtes président de l'Union française d'une médecine libre. Est-ce que si on avait alors une vraie décentralisation vraiment structurelle dans la République, est-ce que de façon républicaine, on pourrait donner aux régions le pouvoir de gérer la santé au niveau régional? Vous me diriez, il y aurait risque de disparité d'une région à l'autre. Mais est-ce que ça serait pas mieux que la gabegie actuelle? Alors vous avez raison, il faudrait une vraie régionalisation avec des vrais moyens et puis surtout une vraie gouvernance. Ce qui nous manque, c'est la gouvernance et c'est la démocratie sanitaire. Nous sommes dans un système où la démocratie sanitaire est un théâtre d'ombre. Quand je dis vrai système, vraie démocratie sanitaire, c'est que les représentants des patients, les représentants des soignants, l'ensemble des soignants, privés publics, et les représentants de l'administration doivent avoir le même pouvoir, les mêmes droits et le même droit d'opposition. C'est-à-dire que le système ne peut avancer que si ces 3 parties sont d'accord à chaque fois. Ça, c'est une vraie démocratie sanitaire. Et puis, les représentants des patients, ils doivent être débarrassés de la tutelle de l'État. Vous savez que France Asso Santé, qui représente l'ensemble des associations de patients, est financée à 80% par l'État. Ça, c'est pas possible. Il faut les libérer. Plutôt que leur donner une subvention, il faut les financer par l'impôt, avec un 0,5% par exemple aux associations de patients, parce qu'on sera tous patients un jour. Donc, il serait normal que les travailleurs et surtout les entreprises, comme elles le font d'ailleurs pour la formation, paient un 0,5% aux associations de patients, ce qui les libérerait de la tutelle de l'État et il ferait rentrer dans une vraie démocratie sanitaire. On en est loin aujourd'hui. Sans oublier la réduction de la part administrative dans les effectifs hospitaliers. On en est à 60%, on a 40% de gens qui sont là pour soigner. Quand on va à l'hôpital, c'est pas pour rencontrer une secrétaire ou un administrateur, on vient là pour rencontrer des médecins. Et tous les médecins, et vous me le confirmez, vous disent on est noyé sous la masse des effectifs administratifs. Non seulement sous la masse des effectifs administratifs, mais on est noyé aussi sous les procédures, sous les protocoles, sous les normes, etc. Alors effectivement, vous avez les hôpitaux, c'était le cas de l'hôpital Georges Pompidou en un temps, où vous avez un administratif pour un soignant. Ça, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment, justement, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation, on doit pouvoir améliorer tout ça. Très certainement, il faut privilégier la blouse blanche, il faut privilégier le patient, il faut privilégier le chemin du soin, plus que tout ce qui est paperasse autour. Ça, c'est une évidence. Alors, autant confier, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, peut-être que l'administratif pourrait être confié à l'IA, et puis les véritables soins confiés à des êtres humains qui ont du cœur, qui ont une âme, qui vous parlent et qui vous regardent dans les yeux quand ils vous donnent un diagnostic. On peut rêver, Périgo-Légas. Merci Jérôme Marty. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été sur cette radio. À bientôt. Dans un instant, juste après les perles, nous allons se demander qu'est-ce qu'il faut retenir des alliances pour le second tour des municipales. On sera avec Christophe Boutin, politologue. Et si vous souhaitez réagir comme Marc vient de le faire, un seul numéro, le 0826 300 300. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Info sur aldi.fr.
Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. L'entre-deux tours, on en parle beaucoup sur Sud Radio et depuis dimanche soir, dans cette affaire des municipales, une élection qui fait beaucoup parler, celle du maire LFI de Saint-Denis, Bali Bakayoko, qui fait beaucoup réagir, notamment dans tous les médias. Oui, bon, ça a été une surprise, ça a été un séisme. Élection au premier tour, déjà dans une ville de la banlieue, c'est rare qu'il y ait des élections au premier tour, c'est plutôt des symptômes qui se constatent dans des zones rurales ou dans des villes, dans des préfectures. Et là, Bali et Bagayoko, c'est une ville socialiste depuis très longtemps, ça a été une ville communiste, hein. Je me souviens des élus communistes de Seine-Saint-Denis, c'était même un fief. À côté de la basilique où sont enterrés les rois de France, on avait une des plus importantes municipalités communiste de la région parisienne dans ce 93, dans cette Seine-Saint-Denis. Là, c'est Bali Bagayoko qui a été élu au premier tour, et ça suscite, alors que ça suscite de l'émoi, c'est normal, de la colère chez les opposants, bien sûr, de la joie chez ceux qui ne s'attendaient pas à cette victoire au premier tour, et puis à un moment donné, il peut y avoir peut-être un début de dérapage. Attention, ça reste une élection démocratique qui n'a pas été truquée. C'est le score de ce que les électeurs et les électrices de Seine-Saint-Denis, qui sont des citoyens français à part entière, ont décidé. Et pour autant, ça nous a permis, on a quand même entendu ces deux types d'expressions. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Alors ça, c'était le premier son où c'est Denis Tugdual hier face au maire de Saint-Denis qui pose cette question avec notamment, je ne sais pas si on peut dire dérapage, mais une allusion avec les narcotrafiquants face au maire LFI. Et hier, même chose avec Julien Audoul qui a un peu réagi à sa façon à cette élection. Le drapeau français que vous observez là, c'est le maire qui dans la salle de la mairie va être remplacé par le drapeau du Hamas. Voilà. Et toutes les représentations de la République, toutes nos valeurs vont être annihilées par cette municipalité d'extrême gauche dont la haine de la France est manifeste. On comprend la colère de Julien Audoul et du Rassemblement national. Ce sont les valeurs opposées qui ont aujourd'hui gagné la commune, la mairie de la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Je suis un petit peu perplexe parce que je veux bien que la France insoumise puisse susciter de la colère, qu'il faille se mobiliser, que pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est un parti qui est allé un petit peu loin et qui suscite de la peur. Et on va même se poser quelquefois, à propos de Jean-Luc Mélenchon ou des autres dignitaires que l'on entend, Madame Panot, Madame Bono, est-ce que ce sont vraiment... Alors on a le droit de se poser, entre guillemets, ce sont vraiment des démocrates? Est-ce qu'ils aiment vraiment les libertés? Si un jour ils arrivent au pouvoir, est-ce que toutes les libertés publiques seront garanties? C'est un débat légitime, pourvu qu'on reste dans le contexte de la loi, qu'il n'y ait pas d'énigrement et diffamation. On a le droit de se poser des questions. Là, Julien Audoul dit, ça sera le drapeau du Hamas. On sait. Faut aussi rappeler pourquoi il dit ça. Parce qu'il y a une ambiguïté. Parce que le soir de l'élection, à la mairie de Saint-Denis, tous les militants de LFI ont dit: nous sommes tous les enfants de Gaza suite à cette élection. Les enfants de Gaza, c'est pas forcément les enfants du Hamas. Et le drapeau palestinien n'est pas que le drapeau du Hamas. La polémique est légitime, elle a le droit d'exister. Voilà, elle a le droit d'être prononcée. Et puis la phrase précédente, c'était Tugdual Denis qui demande à ce même maire, je rappelle que Bali Bakayoko, c'est un black, c'est un citoyen français à part entière, c'est un démocrate, il a été élu tout à fait de façon... non, mais c'est incontestable. En plus, Bali Bakayoko, dans l'univers des dignitaires de la France insoumise, beaucoup considèrent que ce n'est pas le plus excessif, c'est pas le plus violent. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit. Il a mené une campagne tout à fait respectable. On verra ensuite par la suite ce que ça va donner quand il sera maire. Mais soupçonné d'avoir utilisé le narcotrafic pour faire voter des gens, je sais pas. Je sais pas si ces deux allusions, ces deux insinuations, vous avez été élu grâce aux narcotrafiquants, à peu près c'est ce que ça veut dire. Et puis le drapeau du Hamas flottera.
là, je suis pas sûr que ça soit la bonne méthode, la bonne pratique, la bonne dialectique pour contrer la France insoumise, qui est un parti qu'on a le droit de s'opposer, qu'on a le droit de combattre politiquement. Voilà, la Balib Bagayoko a été élu de façon tout à fait honorable, triomphal. Il est surtout le symptôme de cette souffrance, de cette fracture sociale que la gauche conventionnelle n'a pas su résoudre. Voilà, et une partie du peuple français dans le désespoir, dans la colère, peut-être quelquefois dans une certaine détestation, voire la haine de nos institutions, est allé vers ce parti. En tout cas, Bali Bagayoko est à sa place. On le jugera sur les actes en fonction de ce qu'il fait. Voilà, je ne crois pas que ça soit une bonne pratique de dire narco-africain et drapeau du Hamas. Là, je pense qu'il y a une erreur stratégique ou tactique de la part des représentants de la droite nationale. Le second tour des municipales inquiète aussi beaucoup l'économie locale du côté de Toulouse. Ah oui, le MEDEF de Haute-Garonne s'inquiète de l'alliance entre le socialiste François Briançon et l'insoumis François Piquemal. Selon les représentants des entreprises, certaines propositions pourraient freiner les investissements, voire pousser des projets à quitter la région, dans le viseur notamment des sujets clés comme la ligne à grande vitesse, le logement ou encore la fiscalité des entreprises. Mais surtout, une crainte majeure ressort, l'avenir du géant aéronautique Airbus. Des projets d'expansion seraient déjà en réflexion et pourraient être déplacés vers d'autres villes comme Hambourg en Allemagne si le climat politique devient défavorable. Un signal d'alerte donc fort pour Toulouse qui, on le rappelle, est capitale européenne de l'aéronautique. C'est peut-être vrai. C'est rare que le MEDEF se mobilise de façon au niveau des élections nationales. Oui, bien sûr. J'ai toujours entendu le patronat français. Autrefois, c'était le CNPF. Voilà, son patron s'appelait Monsieur François Sérac. Ensuite, il y a eu Monsieur Pierre Gattaz. Et ils annonçaient si la gauche gagne, si l'Union de la gauche remporte les élections. Alors, un coup, c'était les Charrus qui allaient arriver sur les Champs-Élysées. Ensuite, la CGT allait prendre le pouvoir. Et puis finalement, la gauche a pris le pouvoir. C'est plutôt les gens d'argent qui s'en sont sortis. Jamais le fric n'a fait gagner autant de fric à ceux qui ont du fric que sous les gouvernements de gauche. C'est pour ça que François Hollande a dit mon ennemi c'est la finance. Donc tout est très relatif. Là, je redis la même chose que pour Saint-Denis. Nous sommes opposés, beaucoup de médias, beaucoup d'observateurs, beaucoup de libres penseurs, de républicains et de démocrates, et notamment sur Sud Radio, quand on nous annonçait le RN. Si le RN arrive, ça va être la fin du monde. Voilà, on va fuir, ça va être des hordes de militants d'extrême droite, les communes, on n'aura plus de culture, on va être c'est la fin de la République, ce sont des fascistes, ce sont des anciens collabos, donc on vouait le RN aux gémonies en disant que si la France s'y confiait, et on continue à le dire, le Front républicain, on a inventé le Front républicain, qui est la plus grande forfaiture et la plus grande immoralité politique vis-à-vis des électeurs qu'on fait confiance au Front républicain en votant pour eux, et on se retrouve le lendemain matin, tout le monde reprend le couteau, donc il n'y avait pas plus de républicains que de beurre dans les épinards. Là, de dire que le MEDEF dit s'inquiète de Toulouse, voilà, je pense pas. Je crois que faire peur sur des éléments de ce genre, on verra le moment venu. Je crois que ce n'est pas une attitude intelligente. Elle est démocratique, elle n'est pas intelligente. Et peut-être ça sera une question qui sera posée ce soir lors du débat Sud Radio et la dépêche du midi, qui vous fera vivre ce débat entre Jean-Luc Moudenc et François Piquemal. À 18h30. Exactement. Sur Sud Radio, et c'est Christine Caillot qui anime Christine Bouillot avec des journalistes de la dépêche du midi. Le prix de l'essence augmente, vous l'avez forcément constaté, et ça fait polémique, mais pour certains économistes, ce n'est pas un scandale, c'est un signal, Perico. Oui, on pensait que ça allait être jugulé. Le Premier ministre a délégué 500 inspecteurs sur les stations-service pour voir si tout le monde respectait la règle du jeu. Il n'y a pas de règle du jeu, les prix sont libres, voilà. Et là, effectivement, vu la situation au Proche-Orient, le détroit d'Ormuz qui est bloqué, des pétroliers qui sont en flammes, vous imaginez bien que le prix de l'essence et le prix du gasoil ne vont pas baisser. Il n'empêche, celui qui a le principal levier, c'est pas le pays exportateur qui touche sa part, c'est pas le transporteur, c'est pas le raffineur, l'industriel, les grandes sociétés pétrolières, elles prennent leur marge, elles vivent bien, ils sont pas malheureux. Voilà, on revient toujours sur le même problème. On est sur la taxe de l'État, et on sent bien que avec un déficit de 3600 milliards, le ministère de l'économie et des finances est quand même tenté de se faire un petit peu de gras sur cette hausse du pétrole et d'en rajouter un petit peu, ou en tout cas de ne pas faire ce qu'il peut pour
Pour le limiter. Voilà quelles étaient. On ne les a pas toutes faites, Albin, parce que je me suis un peu. Mais il y en aura d'autres. Je me suis laissé un peu laissé aller sur le problème de Saint-Denis, mais ce sont des enjeux démocratiques et politiques essentiels, et j'aime bien que sur cette antenne les choses soient dites comme il se faut. On reste libre penseur et on croit d'abord à la démocratie. Et on va rester sur ce sujet des municipales, où on va se demander que retenir des alliances qui ont eu lieu pour le second tour de dimanche. On va en parler avec Christophe Boutin, politologue, tout de suite. Et vous pouvez toujours nous appeler au téléphone 0826 300 300. La France dans tous ses états. Marseille, Toulouse, Lyon, Paris, c'était un peu le jeu des chaises musicales, savoir qui rallie qui. Le jeu des alliances, il s'est terminé hier. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce jeu des alliances? On est avec Christophe Boutin, politologue. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe Boutin, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Oui, effectivement, en tant que politologue, vous devez vous régaler avec ces situations, ces configurations assez inédites dans l'histoire électorale française, des compositions, des décompositions, des virevoltes. On va pas toutes les passer en revue. Je voudrais vos analyses. D'abord, le reniement du Parti socialiste qui dit pas d'accord national, sous-entendu sur place, vous faites ce que vous voulez et je fermerai les yeux, monsieur Olivier Faure. Et puis ensuite des désistements de dernière minute, c'est-à-dire que on se dit il y a la main tendue, il y a pas la main tendue. Sarah Knafo, pas de main tendue de Rachida Dati, mais elle prend ses responsabilités. Eh ben je me désiste quand même. Et puis monsieur Delogu à Marseille qui lui semble bien avoir reçu un coup de téléphone de Paris et on lui a dit tu te désistes. Il n'est pas question que la France insoumise soit responsable de l'élection de monsieur Alizio à Marseille. Ça vous inspire quoi comme observation? Il y a plus de repères, il y a plus de codes, il y a plus de valeurs? Écoutez, finalement, c'est peut-être moins nouveau qu'on ne le pense, car après, le système des élections municipales permet effectivement cette recomposition entre les deux tours, et on avait assisté dans les années précédentes, il faut bien le dire, à des recompositions qui étaient parfois, elles aussi, très surprenantes. On est vraiment dans un cas local à chaque fois. On voit très bien qu'il y a des villes dans lesquelles on a préservé une certaine distance. C'est le cas. Les fusions ne sont pas faites dans quand même pas mal de villes, hein, contrairement à ce qu'on croit. Les villes de l'Ouest, Caen, Rennes, Rouen, par exemple, il n'y a pas de fusion. Il y en a pas à Metz, il y en a pas à Nancy, il y en a pas à Marseille. On en parlait effectivement. Il y a les désistements qui sont les seconds éléments avec des pressions. Vous avez évoqué effectivement le fait qu'on ait sans doute demandé à monsieur Delogu de bien vouloir laisser la place, si je puis dire, avec parfois des échecs. Visiblement, c'est le cas pour d'autres villes où il y a eu des pressions, parfois même de l'Élysée, dit-on, notamment à Nice, et il y a quand même un maintien des candidats. Une résistance. On voit aussi la manière dont certains chefs de parti soutiennent sans soutenir. Par exemple, monsieur Retailleau, par rapport à Nice, dit qu'il n'apporte pas son soutien à monsieur Estrosi, mais qu'inversement, il ne soutient pas non plus monsieur Ciotti, avec des crises derrière, des critiques qui sont faites à son encontre. Bref, vous avez raison, c'est assez amusant. Alors, amusant ou inquiétant, c'est toute la question. Et il est bien entendu, Christophe Boutin, que c'est l'électeur qui décidera au deuxième tour. On sait qu'au municipal, en particulier dans ce scrutin, les consignes nationales, les consignes des partis ne sont que très relativement suivies. On peut supposer, et vous me le confirmerez, qu'une partie de l'électorat de Madame Knafo n'ira pas forcément voter pour Madame Dati, et qu'une partie de l'électorat de Monsieur Bournazel ira lui carrément chez Monsieur Grégoire. Il reste quand même une autonomie de conscience de l'électorat municipal par rapport aux consignes des états-majors parisiens. C'est une réalité historique. Absolument. Maintenant, vous savez ce que c'est. Au premier tour, on vote pour. Au deuxième, on vote contre. On élimine. Vous évoquez l'électorat de Madame Knafo. La question de son électorat n'est pas tellement de savoir s'ils ont envie de voter pour Madame Dati, mais de savoir s'ils ont envie de voter contre Monsieur Grégoire, ce qui n'est pas la même chose. À Marseille, là aussi, Madame Vassal se maintient. Malgré tout, le fait qu'elle se maintienne rend la situation très difficile pour Monsieur Alizio. C'est le contraire de ce qui s'est passé à Paris. Pour autant, j'entends des Marseillais électeurs de Madame Vassal qui disent nous, notre priorité, c'est d'empêcher que cette ville retombe une fois de plus sur la gauche et on ira voter Alizio. C'est un phénomène qui peut se produire également.
Ah, tout à fait, absolument. Là encore, on retrouve les priorités, et les priorités contre, beaucoup plus que les priorités pour, en sachant que dans ces priorités contre, contrairement à ce qui se passait à une époque, il y a de moins en moins de blocage définitif, de barrage, pourrait-on employer les choses. Et les électeurs ici estiment qu'ils ont une marge de manœuvre beaucoup plus importante et ils n'hésiteront pas, je crois, à la prendre. Alors, barrage, il y en a à Strasbourg, puisque Horizon fait pacte avec le Parti Socialiste pour empêcher que la ville ne tombe aux mains du Rassemblement National. Pour autant, vous me confirmerez, Christophe Boutin, ou pas, que le deuxième tour, c'est le deuxième tour, en particulier celui de la municipale, réserve beaucoup plus de surprises dans l'histoire électorale qu'un deuxième tour de législative ou de présidentielle où il y a une dynamique qui se confirme. On a vu, je me souviens, en 83 au municipal, premier tour très, très défavorable à la gauche, elle avait sauvé les murs dernière minute. Est-ce que le porte-à-porte, le fait qu'on aille reparte en campagne avec les électeurs, qu'on aille les mobiliser les uns et les autres, est-ce que, on peut faire changer d'avis un électeur, très important, est-ce qu'on peut faire voter quelqu'un qui s'est abstenu au premier tour, à qui on explique il faut que tu y ailles au deuxième? C'est une réalité, ça aussi, ou non? Oui, absolument. C'est une réalité, et c'est une réalité qui jusqu'alors, je dirais, portait moins au municipal, parce qu'il y avait une participation plus importante au municipal. Or là, nous avons une participation qui est en baisse. Dans un nombre de villes importantes, on est en dessous des 50% ou juste aux 50% de participation. Et vous avez bien raison, c'est chez les abstentionnistes et par le porte-à-porte que chacun des courants je parle plus de parti, mais de courant ici, va réussir à rameuter les électeurs. Est-ce que le fait, j'évoquais la question hier avec un de vos confrères politologues, on est dans une situation inédite avec le nombre de listes uniques? C'est-à-dire qu'on est dans le parti unique. Ça reste une démocratie, mais quand on n'a pas le choix, ça atténue un petit peu l'ampleur. Le suffrage universel perd de sa valeur démocratique. Est-ce que le fait qu'il y ait une démobilisation du personnel électoral municipal engendre également une démobilisation de l'électeur ? Alors oui, effectivement, de toute façon, quand il y a une liste unique dans les petites communes, et à partir du moment où vous ne pouvez pas non plus faire un panachage, vous ne pouvez plus rayer des noms, pourquoi aller voter pour une liste unique sur laquelle vous n'avez aucun mode de mouvement? Vous ne pouvez rien faire là-dessus. C'est la première question. D'ailleurs, on le voit bien dans les petites communes, il y a eu un taux d'abstention qui a très largement progressé dans les petites communes à cause des listes uniques, alors que lorsqu'il y avait plusieurs listes dans les petites communes, on arrive à des 70, des 80% de participation, ce qui montre bien que l'électeur, là, il est démobilisé par ce vote unique qu'on lui demande de faire, qui est grotesque en termes de démocratie. Suppression du panachage pour les communes de moins de 1000 habitants, parité obligatoire, quel que soit le cas de figure, et la démographie municipale. Est-ce que vous pensez que ces deux mesures, alors le panachage, on comprend pourquoi, mais c'était tellement symptomatique des petites communes où les gens avaient l'impression de pouvoir s'immiscer dans le vote lui-même, et surtout la parité. Vous avez eu beaucoup de communes où on vous dit, écoutez, on n'a pas réussi à faire le nombre de candidats requis, que ce soit 17 ou 23, parce qu'on n'avait pas assez d'hommes ou pas assez de femmes. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir repenser pour redonner un peu de dynamique et un peu d'énergie au mouvement électoral? Est-ce qu'il va falloir repenser ces deux dispositions? Je crois que le panachage, c'est effectivement à revoir. Maintenant, le panachage pourrait conduire à atténuer, je dirais, la parité, et c'est aussi un des éléments qui fait que le panachage a été mis en place. On est ici dans des choix idéologiques pour des communes de moins de 1000 habitants. Très sincèrement, dans ces communes-là, je crois que la question de la parité ne se posait pas vraiment, n'était pas essentielle. On est en train de couper cet électeur de proximité de la réalité de la vie politique, et cela aura des implications au niveau national, car c'est au niveau local qu'on apprend à faire de la politique, c'est au niveau local qu'on apprend à un certain consensus, à dialoguer. Si on ne l'apprend pas au niveau local, on ne le fera pas au niveau national. J'indiquais dans mon humeur, en citant les chiffres exacts, qui ne sont que la photographie instantanée d'un premier tour de municipal, mais que la France Insoumise, dont on a vu les triomphes très médiatisés à Saint-Denis, à Roubaix, à Toulouse, à Limoges, ne représente pour autant que 3,87% du corps électoral avec 650 691 voix, et le RN avec 937 299 voix, 5,54%. C'est quand même un chiffre qui dit une réalité ou non. Est-ce qu'il y a bien un tassement de la France Insoumise, une désaffection d'une partie de l'électorat de la France Insoumise, malgré que ce soit un scrutin municipal qui n'est pas un scrutin national? Est-ce qu'on peut quand même déduire avec 3,87%? Je rappelle que Manon Aubry avait fait 9 et quelques aux européennes. Est-ce qu'il y a un léger tassement quand même de la France Insoumise ou un très fort tassement?
Alors, attention à l'effet de perspective ici, car nous parlons seulement d'une partie des communes. Nous parlons des communes dans lesquelles il y avait une identification politique des listes. Et c'est une petite partie des communes françaises. Dans la plus grande partie des communes françaises, il n'y avait pas d'identification politique. Vous avez des divers centres, des divers gauches, des divers tout ce que vous voulez, et des sans étiquette. Mais vous n'avez pas, alors que vous avez localement des électeurs de LFI ou des électeurs du RN, des électeurs donc des partis que vous estimez ici plutôt en baisse. L'effet de loupe ici sur uniquement les villes dans lesquelles il y a l'identification politique nationale ne doit pas conduire ici à une erreur de perspective. Mais est-ce que pour autant le fait qu'il n'y ait pas eu de candidat déclaré de la France Insoumise dans les communes où il y aurait des électeurs de la France Insoumise prouve que la répartition politique de cette mouvance politique, elle est surtout urbaine et un peu moins évidemment dans la réalité dans les régions? Pas forcément, parce qu'il n'y a pas non plus de candidats LR, il n'y a pas non plus de candidats PS, il n'y a pas non plus de candidats RN. On est devant des divers centres, des divers gauches, des listes d'union, des divers, des sans étiquette. Bref, on ne sait pas exactement, on en saura un petit peu plus, je dirais, au moment des élections sénatoriales qui vont suivre, parce que là, on verra si parmi ces étiquettes, ces divers, il y a des gens qui vont voter plutôt à gauche ou plutôt à droite. Il est vrai que les deux premiers partis, c'est divers droite 25-46% et divers gauche 15-41%. Ça confirme ce que vous nous disiez. Christophe Boutin, merci d'avoir été sur Sud Radio pour nous décrypter cet entre-deux tours des élections municipales et je vous dis à bientôt. Tout de suite, on va revenir sur le conflit, notamment avec l'Iran. 19 jours de guerre, on a parlé de l'émotion, un peu d'analyse. Eh bien, on va se demander quelles sont les réelles relations entre la France et l'Iran. Et pour cela, on va être avec Emmanuel Razavi, journaliste et auteur de Paris, Téhéran, le grand dévoilement aux éditions du Rocher. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio et aujourd'hui nous allons on parle beaucoup de l'Iran, mais nous allons approcher l'Iran sous un angle un peu différent, sous une thématique un peu différente, qui est la relation, j'allais dire, d'information culturelle, voire psychologique, entre cette grande nation qui est l'Iran, la Perse, un grand peuple, une vraie civilisation, qui a toujours entretenu des liens très étroits avec la France. Beaucoup d'Iraniens sont français et iraniens. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, Emmanuel Razavi, qui a coécrit avec Jean-Marie Montali cet ouvrage qui dit tout. Paris-Téhéran, le grand déroulement, 50 ans de falsification française sur l'Iran, la vérité sur hier, aujourd'hui et demain. Le débat va être passionnant, c'est même pas un débat, c'est un échange que je vais avoir avec mon confrère Emmanuel Razavi. On va certainement essayer d'expliquer, de décrypter pourquoi ces malentendus. On se souvient tous de l'image de l'ayatollah Khomeini à Neaufle-le-Château en 1978 et tout le monde pensait que c'était le libérateur de la patrie et que la République française, que M. Giscard d'Estaing avait bien fait d'accueillir ce saint homme qui allait détrôner évidemment l'épouvantable régime du Shah. On sait aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait exactement comme ça qu'il faut voir les choses. On connaît aujourd'hui la brutalité, la violence, l'abomination du régime des Mollahs. Emmanuel Razavi va un petit peu plus loin dans les dessous de cette affaire. Merci Emmanuel Razavi Merci à vous de me recevoir. D'être aujourd'hui sur Sud Radio. Votre ouvrage est publié aux excellentes éditions du CERF que dirige notre ami Jean-François Colossimo, qui est un éditeur qui est aujourd'hui en phase avec la réalité de l'époque courageux avec laquelle nous vivons. Emmanuel Razavi, on verra le contenu, vous prenez un peu des risques parce que je ne dis pas que vous réhabilitez le régime du Shah, vous le repositionnez, et nous disions tout à l'heure hors antenne, aujourd'hui avec le bilan, est-ce que Kadhafi en Libye, ça serait dans l'horreur que c'était, est-ce que ça serait quand même moins pire que ce qu'on a? Est-ce que l'Irak de Saddam Hussein, avec les erreurs que l'on sait, ça serait quand même moins pire? Voilà, et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui va en Syrie? Qu'est-ce que ça a été remplacé? Ça a été remplacé par quoi? On n'est pas sûr du tout que ce soit le bon choix. Et là, l'Iran est au cœur de la tragédie. Est-ce que ces grandes nations méritent, elles aussi, de s'aventurer vers un futur qui soit chaotique? Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre maintenant? Oula, alors ce livre, c'est un il tombe à pic, hein, c'est le... Il tombe à pic, il tombe à pic, là. Alors je vais vous dire la vérité, ce livre, en fait, j'y pense depuis toujours, je crois. J'ai vécu 1978-1979, la révolution islamique. Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes de père d'origine iranien, de mère française. Mon père est iranien. Mon père, en fait, il est mort maintenant, mais il appartenait à une famille de l'aristocratie iranienne. Mon père était quelqu'un de très œcuménique qui parlait à tout le monde et qui considérait que parce qu'on était en France, il fallait
fallait pas faire de politique et parler à tout le monde, ce qui fait que quand il y a eu la révolution islamique, alors qu'il sortait d'une famille de l'aristocratie, il a ouvert notre maison familiale à des communistes, à des moudjahidines du peuple, donc à des gens... On va tous dire, il était plutôt proche du régime, sans non, être... je crois qu'il était attaché à une certaine tradition, c'est un peu différent, mais je crois que comme beaucoup de gens en fait qui étaient liés à la monarchie iranienne ou à l'aristocratie iranienne, c'était des gens qui avaient été éduqués en fait avec en eux l'ouverture en fait au monde, et il était normal en fait d'accepter à sa table des gens qui ne pensaient pas en fait comme eux. C'est peut-être d'ailleurs, on y reviendra, ce qui les a perdus. C'est-à-dire qu'ils ont toujours considéré que les gens qui ne pensaient pas comme eux avaient un destin en fait, ou une communauté en fait d'idées quand même avec eux, parce qu'ils étaient iraniens, qu'à partir de là on pouvait tout se permettre. Mais ça a été le cas du Shah qui a refusé de faire emprisonner un certain nombre de gens tout simplement parce qu'ils étaient iraniens ou ça on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. C'est ce qu'on raconte en fait dans le livre. Et si vous voulez, j'ai vu moi mon père, j'avais 11 ans quand il y a eu la révolution iranienne, mon père qui apprenait régulièrement la mort d'un cousin, d'un oncle, d'un proche de la famille qui avait été assassiné par les gardiens de la Révolution, qui avait été... Alors, les gardiens de la Révolution, pour vos auditeurs, c'est le bras armé en fait du régime iranien. On en parle beaucoup en fait en ce moment. C'est une milice paramilitaire qui a ses escadrons, je dirais, de la mort, et qui s'en sont pris immédiatement aux gens qui étaient liés en fait à la monarchie, qui étaient aristocrates, ou tout simplement qui étaient parfois des libéraux dont ils ne voulaient pas. C'était des islamistes. Ils le sont toujours. Et donc un peu les sans-culottes. Voilà. D'une certaine manière, bien sûr, violent de la révolution. Voilà, version chiite radicale. Et si vous voulez, à cette époque-là, un certain nombre en fait d'intellectuels. Alors je vous dis ça parce que moi j'étais enfant, j'avais 11 ans, mais j'ai baigné là-dedans. J'entendais parler en fait de Foucault presque quotidiennement en fait à la maison. On va y revenir. Michel Foucault qui va du grand reporter d'ailleurs, qui était très brillant. Et qui trouve que c'est pas si mal que ça finalement. Voilà, d'Éric Rouleau. Et en fait, personne ne... Les Iraniens, vous savez, Khomeini, il n'était pas très connu en Iran, il faut le savoir. Il s'est fait connaître en fait dans les années 60-70 comme opposant en fait au roi. La réalité, on viendra, je vais vous expliquer sur quoi, si vous le voulez. Il est devenu un opposant, mais en fait, ces gens-là ne comprenaient pas pourquoi la France donnait autant d'intérêt en fait à Khomeini, qui était un islamiste extrêmement dur. Mon père, qui était quelqu'un d'assez lettré, avait d'ailleurs même ses fascicules de Khomeini en fait à la maison. Et je le dis parce qu'à l'époque, Foucault, qui compare... Foucault, donc c'est un philosophe... Michel Foucault, philosophe de la gauche moderne. Oui, qui a une caisse de résonance énorme en France, mais au-delà de la France, jusqu'aux États-Unis, où on le cite dans les universités quand même à l'époque, où on l'enseigne. Foucault dit dans un de ses articles que Khomeini est un saint. Il le compare à un saint, il emploie en fait ce mot-là. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, Khomeini avait écrit plusieurs en fait livrets qui avaient été publiés en Irak et en Iran. Ces livrets se trouvaient pour certains en fait en France. Je peux vous le dire puisque mon père en avait, et il s'intéressait à ce que racontait. Ces livrets Eh bien, je vais vous donner un exemple. On en parle en fait dans le livre. Oui. Khomeini racontait comment exécuter les homosexuels en les jetant du toit d'un immeuble, les bras attachés dans le dos. Ça vous fait penser à quoi? À Daesh, évidemment, avant l'heure. Bien sûr. Il expliquait que les homosexuels, on pouvait aussi les décapiter en fait à coups de sabre, d'accord, et qu'une fois qu'on les avait tués, il fallait brûler leur corps. Voilà ce que Khomeini donc a écrit à l'époque, et voilà en fait l'homme qui est encensé en fait par nos universitaires, nos chercheurs, nos intellectuels de la gauche. Avant 79, on est Alors ça, précisément, c'est écrit en fait entre les années 50 et 1965. Il y a beaucoup en fait, on y revient dans le livre, il y a beaucoup d'anecdotes en fait qu'on reprend, qui sont écrites dans les années 64-65 en fait notamment, mais il avait écrit des livres déjà 20 ans avant. Je vous interromps, dans l'histoire il y a déjà, alors je ne vais pas faire de métaphore stupide avec Mein Kampf, mais on avait souvent des écritures qui indiquaient la règle du jeu qui allait être appliquée, on ne voulait pas le lire. Alors vous avez raison. Si on avait cherché, on aurait trouvé ces textes. C'est très important. Et Khomeini à l'époque parle notamment en fait de démocratie en disant la démocratie c'est un concept en fait qui est occidental. Oui. Il ne faut pas utiliser le terme démocratique, c'est un terme qui ne convient pas. Et donc il donne déjà son projet par rapport aux démocraties. Or, à l'époque, lorsqu'il est, vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, en octobre 1978, Khomeini vient en exil dans la région parisienne, à Neuf-le-Château, où il s'installe juste en janvier 1979. Il raconte aux journalistes qui viennent l'interviewer. Il y a des intellectuels, il y a des comédiens. Vous c'est un défilé d'intellectuels, de journalistes. Il raconte aux journalistes qu'il va instaurer en fait la démocratie en Iran. Tout le monde en fait le croit, alors qu'il a écrit le contraire. Alors la question est évidemment, est-ce que ces gens l'avaient lu? Évidemment non. Mais quand on s'appelle Foucault, quand on s'appelle Sartre, quand on s'appelle même Éric Rouleau, qui était un très grand journaliste. Bien sûr.
C'est une faute. Ils travaillaient pour des grands journaux. Ils auraient pu se procurer en fait les écrits de l'ayatollah Khomeini, les faire traduire parce qu'ils n'étaient pas écrits en français. D'autres l'ont fait, en l'occurrence. Surtout que la taqiyya existe aussi chez les chiites. On a le droit de mentir pour la cause. Mais vous savez que Khomeini a écrit un livre sur la taqiyya. Mais je sais bien. Et j'ai interviewé c'est pour ça que je vous dis ça. Pour Figaro Magazine, il y a quelques semaines, l'un des fondateurs du corps des gardiens de la Révolution. Rappelez-nous ce qu'est la taqiyya, Emmanuel. Alors aujourd'hui, de façon très réductrice, on dit que c'est l'art de la dissimulation, voilà. C'est-à-dire l'autorisation de mentir pour cacher en fait les intentions islamistes. C'est un peu plus complexe que ça, mais aujourd'hui c'est utilisé par les islamistes. qu'en France, des islamistes pourraient nous dire mais je respecterai le suffrage universel, la laïcité, la République, il n'y a pas de problème. Et puis le jour où on est aux manettes, on dit mais pas du tout, c'est pas mes valeurs. Et je vais abonder en fait dans votre sens en vous donnant un exemple que m'a donné donc Mohsen Sazegara. Mohsen Sazegara était le cofondateur des Gardiens de la Révolution. Il était à Neuf-le-Château durant l'exil en fait de Khomeini. Et il me raconte que il dit à Khomeini, mais en fait, vous avez menti sur la démocratie. Et l'autre lui dit, bah oui, bien sûr, ouais, j'ai menti parce que, comment dire, notre objectif l'exigeait. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que la fin justifie les moyens. Bien sûr, ces intellectuels se laissent berner en fait par ce type, qui en plus, c'est très important, je le rappelle, parce qu'il parle des femmes, il est interrogé par exemple sur les femmes, en disant je vais leur donner des droits qu'elles n'ont pas. Sauf qu'il ne dit pas une chose, c'est que depuis 1963, le roi, Mohammad Reza Shah, a donné l'égalité en droit, d'accord, entre hommes et femmes. C'est un fait. Et que personne ne va même en fait en parler ou ne va même... Alors presque personne. Parce qu'il faut rendre hommage au Figaro qui est un grand groupe et j'ai la chance de travailler avec le Figaro Magazine. Eux traitent de façon assez factuelle l'actualité en Iran à l'époque. Mais la majeure partie en fait de la presse, si vous voulez, occidentale, va reproduire en l'envie en fait ce que raconte Khomeini sans même vérifier ce qui se passe en fait en Iran. Mais ça va loin. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Foucault, il va en Iran. En 78. Il aurait pu voir, se renseigner, interroger. D'ailleurs, on raconte notamment une scène où Foucault interroge en fait, les Iraniens. Alors, sans tout dévoiler, elle est explicite, la scène. Une dame, c'est un témoin que nous avons retrouvé, son mari était pilote en fait de la compagnie civile aérienne Iran Air, et Foucault veut interviewer en fait des pilotes d'Iran Air, mais il se trompe. Il pense en fait que ce sont des pilotes de l'armée en fait de l'air. Donc déjà il se trompe. La deuxième chose, c'est que il y a 7 pilotes qui sont réunis là, et il n'écoute en fait que celui qui l'intéresse, c'est-à-dire celui qui est critique du Shah. Tous les autres, donc, il ne prend pas, il ne note pas, c'est ce que nous raconte en fait cette dame. Quand les pilotes à leur tour lui posent des questions en lui disant « Mais vous en pensez quoi de la situation, de ce qui est en train de se passer ?» Il leur répond même pas. Il les prend de haut et il est pressé de partir, il a eu ce qu'il voulait. C'est ce que nous dit d'ailleurs ce témoin de l'époque, qui nous dit, en fait, Foucault a eu précisément ce qu'il voulait. Et si vous voulez, on est allé faire en fait ces recherches en allant interroger des témoins. C'est pas Gide qui revient de l'Union soviétique en disant c'est pas du tout ce que je... Non, c'est pas ça. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est que ces témoins, personne ne les a jamais interrogés. Et nous, en fait, quand on a pris le parti de faire ce livre avec Jean-Marie, donc je vous le dis avec Jean-Marie Montali, mais moi, c'est depuis l'enfance que je veux réparer. En fait, on a donné hier notre livre à l'impératrice d'Iran, Farah Pahlavi, qui vit en exil en fait à Paris. Comment va-t-elle ? Écoutez, on l'a vu hier, plutôt toujours aussi resplendissante. Rappelez-nous son âge. Elle a 87 ans. Écoutez, c'est une femme qui est très énergique, très dynamique. Faradiba. Que les Iraniens appellent la mère de la nation, qu'ils admirent, mais on lui avait dit on va faire un livre pour rendre un peu d'histoire aux Iraniens, parce que cette histoire contemporaine, elle a été confisquée. Cette histoire iranienne, elle a été confisquée, braquée par ces intellectuels de la gauche radicale, comme Foucault, comme Sartre. Jean-Paul Sartre, d'un mot, si vous le permettez. Oui. Jean-Paul Sartre, à l'époque, il est très ami, enfin, dans les années 70, avec Ali Shariati. Ali Shariati, il est considéré comme l'un des inspirateurs de la révolution islamique iranienne. Ali Shariati, il a créé une organisation qui s'appelle les Adorateurs Socialistes d'Allah. Faut le faire. Oui. Jean-Paul Sartre dira, si j'avais une religion, ce serait celle d'Ali Shariati. C'est-à-dire que c'est un festival, si vous voulez, en faveur en fait des islamistes. Serge July, qui est à l'époque le patron en fait de Libération, parle. On a retrouvé un de ses articles, toujours très bien écrit, évidemment. Il parle de chiito-socialisme, je crois, de mémoire. Enfin, si vous voulez, c'est un festival en faveur de cette révolution qui est une révolution islamo-marxiste. Il est sûr que si on fait l'inventaire des déclarations des intellectuels de gauche dans l'adoration des totalitarismes les plus abominables
abominable. Vous viendrez peut-être qu'on fera une émission là-dessus. Nous sommes avec Emmanuel Razavi, témoin parce qu'il est lui-même, par son enfance, parce qu'il a des liens personnels avec l'Iran, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement, 50 ans de falsification de l'histoire, on peut dire, sur l'Iran. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous n'êtes peut-être pas iranien vous-même, mais vous sentez qu'il y a des liens forts entre la France et l'Iran. Cette histoire nous touche, cette tragédie nous interpelle, ce n'est pas loin, c'est une réalité, il y a toujours eu des liens historiques. Peut-être que vous avez envie d'intervenir sur la situation. Je vais poser tout à l'heure la question, dès qu'on reprendra l'antenne, à Emmanuel Razavi. Est-ce que c'est une guerre juste, comme le dit Bernard-Henri Lévy? Si vous avez un avis à donner sur la guerre avec l'Iran, si vous avez une question à lui poser sur les liens historiques entre l'Iran et la France, appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. La France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mercredi 18 mars, il est 13h20, je reçois Emmanuel Razavi, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement, 50 ans de sa falsification, sur l'histoire des relations entre la France et l'Iran. Effectivement, les intellectuels de gauche ont toujours tendance à aduler les libérateurs quand ils ont un turban et des barbes, ou d'autres, et on sait que Jean-Paul Sartre, je pense qu'il a fait l'éloge de tous les salauds de la Terre, en considérant que c'était, mais il disait d'ailleurs qu'il n'était pas communiste, était un salaud, donc voilà, et ça n'empêche pas qu'on l'a considéré comme heureusement que Michel Onfray est là pour le ramener aussi à de justes considérations. On ne va pas parler de Jean-Paul Sartre aujourd'hui, même si cette allusion est tout à fait fondée. Emmanuel Razavi, on parle de la relation entre la France et l'Iran. Comment les faits ont été présentés à l'époque par les intellectuels, par la presse. On se souvient de l'ayatollah Khomeini, le vieux patriarche avec sa barbe blanche, son turban noir, le saint homme qui était à Naufle-le-Château, qui attendait de libérer son peuple. On pensait vraiment que c'était... On ne sait pas s'il était entre Gandhi et Che Guevara. On a vu ensuite ce que ça a donné. Cette capacité quand même qu'ont les intellectuels de gauche à dicter dans ce pays les consignes de moralité, les grandes tendances. Et aujourd'hui, vous avez vu la profusion du mot fasciste. Alors, si c'est ça le fascisme, c'était pas si méchant que ça. Et jusqu'à nazisme. Comment se fait-il qu'on soit tombé dans le piège, alors que ce que avait écrit l'ayatollah Khomeini, et on savait quand même que le clergé chiite en Iran, et on va y venir, c'est tout le paradoxe du Shah, qui est un régime totalitaire, une monarchie absolue qui essaie de démocratiser, et les dignitaires du régime, quand ils s'enfuient, nous nous sommes surtout battus contre les mollahs qui ne voulaient pas que nous modernisions ce pays, ils ne voulaient pas qu'on rentre de l'Occident, ils ne voulaient pas de la libération de la femme. Comment se fait-il qu'on ait été aussi dupés, et qu'on n'ait pas pu, parmi nos intellectuels aussi, voir la part des choses, cette fascination? Alors déjà, je vous remercie parce que vous rappelez une chose qui est très intéressante. En 1963, le Shah d'Iran lance la Révolution blanche. Il va donner donc l'égalité des droits hommes-femmes. Il n'y a pas de mort, je vous rassure. C'est pas la révolution culturelle. Non, c'est une révolution qui est à la fois agraire, éducative, il crée des écoles un peu partout dans le monde. Il propose, on le raconte dans le livre, au lieu d'aller faire leur service militaire, il propose aux jeunes de partir en fait, enseigner dans des écoles à travers l'Iran. Et si vous voulez, il fait aussi une chose, c'est la réforme agraire, c'est-à-dire que il rachète à vil prix les terres que le clergé possède pour les redistribuer en fait aux ouvriers agricoles. Et ça, évidemment, les mollahs n'en veulent pas. Non. Et Khomeini, à l'époque, se dresse contre lui. Pourquoi ? Parce que Khomeini ne veut pas d'égalité homme-femme. Il est contre, catégoriquement contre. Et évidemment, voir les terres du clergé, en fait, plus ou moins confisquées pour les redistribuer, si vous voulez, à des ouvriers. Il y a encore le servage en Iran à cette époque-là. Donc le Shah, si vous voulez, il a un côté très progressiste et très visionnaire. Et ce qu'on raconte, c'est jamais raconté ça. Et évidemment, donc, il y a cette espèce de révolte d'une partie du clergé iranien contre lui. Qu'est-ce qui se passe ? Khomeini, il va être arrêté, il va être condamné, avant même d'ailleurs qu'il soit condamné à mort, il n'est pas encore ayatollah, le clergé iranien fait pression sur le Shah pour qu'on le nomme ayatollah et qu'on lui évite la sentence de mort. Ce que va faire le Shah, il va partir en exil. Il lui sauve la vie, oui. Il lui sauve la vie, en fait, le Shah sauve la vie à celui qui va se retourner en fait contre lui et qui va porter ce mouvement révolutionnaire. Quand Khomeini en fait vient en France, il se garde bien de raconter tout ça. Lui, il parle de égalité homme-femme. Quand je rentrerai en fait en Iran, je vais donner des droits particuliers en fait aux femmes. Je vais emmener la démocratie. Il va insister sur un point qui est très important. Quand s'opère la jonction entre les islamistes, les communistes iraniens et plus largement les révolutionnaires d'extrême gauche à l'époque, à travers toute l'Europe, à commencer par la France, c'est que Khomeini explique à tout le monde que son mouvement est un mouvement révolutionnaire. Et la jonction entre les intellectuels, je dirais, de la gauche radicale et les islamistes iraniens, elle s'opère autour du mot révolution. Derrière ça, Khomeini parle de quoi ? D'anticolonialisme, d'abord d'anti-impérialisme. Derrière l'anti-impérialisme, bien sûr, il vise le Shah d'Iran, mais il parle aussi d'anticapitalisme.
Il parle aussi d'antisionisme. Et comme il sait en fait que la cause islamiste chiite iranienne, elle n'est pas tellement sexy en fait en France, il va utiliser en fait le palestinisme. Il va se rapprocher de Yasser Arafat. On le raconte dans le livre, dans les années 70, il découvre Yasser Arafat. Ensemble. Il y a la photo dans le livre. Alors il y a la photo ensemble, effectivement, quand Arafat vient le rencontrer à Téhéran en fait en février 1979. Mais bien avant ça, en fait, ils prennent contact ensemble quelques années plus tôt, au début des années 70. Pourquoi ? Parce que Khomeini est intrigué par ce Yasser Arafat qui pose en photo, qui fait la une de plein de journaux à travers le monde, pistolet à la ceinture, avec son kéfier sur la tête, qui est une figure véritablement romantique en fait pour les intellectuels en fait européens, à commencer par les intellectuels de gauche français. Et en fait, il veut comprendre comment un type qui détourne des avions, enfin dans les hommes, en tout cas les milices, détournent des avions, font du terrorisme à l'état pur, commettent des attentats ciblés, donc du terrorisme, défenestrent les enfants des écoles, se retrouvent à être aussi plébiscité par la presse occidentale, presse française, en fait en tête. Et donc il va déléguer son principal bras droit, qui s'appelle Ali Motashami-Pour aller rencontrer Arafat. Et la rencontre se passe tellement bien qu'Arafat dit à Motashami-Pour, donc le bras droit de Khomeini. Alors Motashami-Pour, je l'explique, c'est l'un des fondateurs des Gardiens de la Révolution, et il deviendra le fondateur du Hezbollah au Liban. Vous voyez, Arafat va le former dans les camps palestiniens de la plaine de la Bekaa, au Liban. C'est important parce que personne ne parle jamais en fait de l'impact qu'a eu, de l'influence qu'a eu Arafat sur les futurs cadres et les futurs fondateurs du corps des Gardiens de la Révolution islamique iranien. Je crois qu'on fait partie des rares à le révéler, en fait, à le dire dans le livre. Mais il y a vraiment une filiation. Et dans ces camps, qu'est-ce qui se passe ? Dans les camps d'Arafat, vous avez les islamistes iraniens qui s'entraînent, vous avez des communistes iraniens qui s'entraînent, vous avez des moudjahidines du peuple, c'est-à-dire des islamo-marxistes iraniens qui s'entraînent, mais vous avez aussi la bande Abadr. Vous avez en fait des jeunes étudiants d'extrême gauche qui font des doctorats. C'est un grand colloque, c'est un grand symposium de mouvements où les mecs apprennent à manier la Kalachnikov, les explosifs, mais ils ont des cours aussi de rhétorique révolutionnaire. Et donc, fort de tout cela... Ça fascine Khomeini, tout ça. Ça fascine Khomeini à tel point qu'il va même envoyer l'un de ses fils, Ahmad, d'accord, s'entraîner. On a les photos aussi d'Ahmad qui s'entraîne, en fait, à tirer, en fait, au lance-roquettes dans ses camps. Mais Ahmad, il va être formé aussi à la rhétorique révolutionnaire. Ahmad, il va devenir, en fait, l'un des principaux collaborateurs de son père, de l'ayatollah Khomeini. Il va être chargé, en fait, notamment, pas que, de la coordination entre son père et les gardiens de la Révolution. C'est une figure très importante, en fait, de la prise d'otage de l'ambassade américaine, aussi en 1979. Ce que je veux dire par là, c'est que cette rhétorique révolutionnaire, ce compagnonnage, ils deviennent des frères d'armes avec l'extrême gauche. Tout au moins, les gens d'extrême gauche le croient. Mais ces jeunes de la bande Abadr, ces jeunes étudiants italiens ou français qui vont là-bas, quand ils reviennent en France, ils sont porteurs d'un message qui est un message quasi œcuménique en même temps qu'est révolutionnaire. C'est la convergence en fait des luttes sur le dos, j'allais dire, des Iraniens, et on va raconter en fait n'importe quoi. Il y a des choses qui sont justes dans ce qui a été raconté, mais beaucoup de choses étaient fausses sur ce qu'est en fait l'Iran de l'époque. Je le dis aussi parce que c'est important. À l'époque en Iran, vous savez, les Pahlavis, ils ont sorti en fait l'Iran du tiers-monde. Grâce aux Pahlavis, grâce à la dynastie Pahlavi, il y a eu l'émergence en fait d'une classe moyenne qui n'existait pas du tout en Iran. Il y a le père du Shah. Alors le père de l'actuel prince Pahlavi n'était pas tendre. Hein, non, c'est un régime, c'est un régime monarchiste. Ce sont il a pris le pouvoir. Des autocrates. Alors le grand-père en fait du prince actuel, effectivement, prend le pouvoir. C'est un militaire, c'est un chef cosaque, mais c'est quelqu'un qui est qui est fasciné en fait par la trajectoire d'Atatürk. Il veut moderniser l'Iran. Il va commencer cette modernisation à marche forcée. Il va sédentariser les tribus nomade, il va construire des hôpitaux, des dispensaires, il va commencer à construire des écoles, etc., qui manquent réellement des routes, des chemins de fer. Son fils, Mohammad Reza Shah, qui va lui succéder en fait au début des années 40, va poursuivre, si vous voulez, cet effort de modernisation, mais en même temps avec une vision extrêmement moderniste, parce que, vous voyez, avant même que les féministes réclament l'égalité des droits avec les hommes, il le fait parce qu'il est convaincu que le féminisme, enfin le modernisme, la modernisation du pays ne peut pas se faire sans le féminisme. Donc c'est assez intéressant. Et tout ça à l'époque, personne n'en parle. On se contente de parler en fait de la SAVAK, donc de l'agence de renseignement iranienne, qui évidemment arrête les communistes, qui évidemment a pratiqué la torture. Il y a des cas avérés. Il n'est pas question en fait de le nier. Mais l'Iran en fait des Pahlavis, ce n'est pas que ça.
Et même l'histoire de la SAVAK, elle est assez intéressante parce que il y a des périodes très différentes selon qui dirige en fait effectivement cette agence de renseignement. Quelques instants, nous sommes avec Emmanuel Razavi, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement, 50 ans de falsification française sur l'Iran. On discute avec lui, voilà, je vais dire c'est le parlons vrai, donc on dit les choses telles qu'elles sont. Ça peut heurter certaines personnes. Vous restez avec nous, vous nous retrouvez. J'ai Emmanuel qui nous appelle de Suresnes que nous prendrons dès le retour d'antenne, et vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels parce que je pense que la situation en Iran et ce que racontent ces livres sur les relations entre la France et l'Iran et des gens qui nous ont peut-être pas tout dit ou pas dit toute la vérité mérite d'être débattu entre nous. À tout de suite. La France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, mercredi 18 mars, il est 13h33, je reçois Emmanuel Razavi, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement aux éditions du Cerf. Nous parlons depuis une demi-heure des relations historiques et anciennes entre la France et l'Iran, et surtout la façon dont on nous a menti sur la présentation de ce qu'était le régime du Shah. Et Emmanuel Razavi dit bien que c'était bien un régime totalitaire. On va pas dire que c'était absolument c'était la panacée, mais les faits ont été présentés pas de façon honnête par les intellectuels de gauche. On prend tout de suite Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour, merci de me donner la parole. Écoutez, je suis ravi d'entendre ce que dit Emmanuel Razavi parce que je suis complètement d'accord avec lui. Il y a quelque chose qui était un peu une manie dans la classe politique française, c'est de faire des sortes de choix stratégiques. Vous savez, comme on a fait le choix stratégique des énergies renouvelables dans le domaine que l'on sait, eh bien, dans le domaine politique et politico-religieux, on a fait un espèce de choix stratégique. À partir des années 50, ça a été de jouer la carte chiite. Et ça a commencé au Liban, et c'était manifeste au début de la guerre en 1975, que la France n'était pas intéressée par les chrétiens du Liban. Quand on lit les échanges de courrier entre le Quai d'Orsay et l'ambassade à Paris, à Beyrouth, il n'y a qu'une seule obsession, c'est les chiites. Il faut s'occuper des chiites. Les chiites, c'est très important. Et il y a une espèce de chiitomania qui fait qui explique aussi largement pourquoi Khomeini a été accueilli de cette manière à Naufle-le-Château, parce que la France pensait qu'elle faisait un choix stratégique génial en supportant les mollahs ou le courant religieux chiite contre lequel avaient effectivement lutté les monarques pahlavis. Avec quelques raisons, puisque c'était eux qui maintenaient dans l'obscurantisme le pays. D'ailleurs, dire d'eux que c'était un gouvernement totalitaire, c'est excessif. Autoritaire, ça oui, certainement, mais totalitaire, je ne pense pas. Et cette obsession chiite explique l'espèce d'embarras du Quai d'Orsay, de la diplomatie française depuis des décennies, parce qu'on a fait ce choix stratégique des chiites, voilà. Et on se l'est pris sur la figure avec l'attentat du Drakkar, et on a dit mais qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas voulu tirer les leçons de ce qui s'était passé, où c'est l'Iran qui a décidé, à travers le Hezbollah, de faire tuer nos parachutistes à Beyrouth. Mais on a continué dans la même veine. C'était le choix stratégique. Exactement l'espèce d'obsession qu'on a pu voir pour les énergies renouvelables, où tout à coup on découvre finalement le nucléaire. C'était bien, on a fait une erreur. Emmanuel, on a bien compris votre message. Merci pour ce témoignage. Je rappelle que vous habitez Suresnes, où Chapour Bakhtiar, le dernier Premier ministre du Shah, fut assassiné le 8 août 1991 dans des conditions absolument atroces. On y reviendra. Emmanuel Razavi, cette chiitomanie française, c'est un peu ce que vous expliquez c'est pas vraiment de la chiitomanie, mais c'est une fascination pour un mouvement populaire dit d'émancipation nationale. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le monsieur qui vient d'intervenir. Je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'à lui aussi s'appelle Emmanuel. Alors je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel. Il y a une volonté d'endiguer en fait le communisme en utilisant en fait les islamistes. L'Iran, il faut pas l'oublier, c'est frontalier avec l'URSS. On est encore au temps de l'URSS. Qui joue encore un rôle dans la situation. On le raconte dans le livre à partir de témoignages. Il y a une réelle influence des services secrets en fait russes. Soviétiques
en Iran, il cherche à déstabiliser le pays, il finance certaines organisations révolutionnaires. Les camps palestiniens d'Arafat, pour partie, sont financés, en tout cas Arafat est financé pour partie par les services secrets en fait soviétiques. Donc si vous voulez, il y a ce jeu-là qui fait que les Américains, à un moment donné, quand le Shah aussi, parce que ça a joué, augmente les prix du pétrole dans les années 70, quand le Shah commence à dire aux Américains qu'ils pourraient aussi acheter de l'armement, en fait se fournir en fait en Russie, il devient quelqu'un de dangereux, moins en fait. sympathique, moins voilà, sympathique, qu'il avait, moins docile qu'il avait été à un moment donné. L'Iran devient une très grande puissance. D'abord, c'est la puissance la plus importante au Moyen-Orient. Je rappelle juste, Emmanuel Razavi, que le Shah d'Iran, il y a à un moment donné le docteur Mossadegh, qui est Premier ministre de l'Iran, qui est un nationaliste, qui veut émanciper l'Iran par rapport au monde occidental et surtout récupérer et nationaliser les ressources pétrolières avec la British Petroleum. Là, les Américains et les Anglais se mettent d'accord. On fomente à l'intérieur du régime iranien une fronde contre Mossadegh. Le Shah hésite, et puis comme Mossadegh était quelque part très entier, la fracture se fait entre les deux hommes. Le Shah lâche le docteur Mossadegh, qui finalement est arrêté, il mourra, et il remet, on peut dire à ce moment-là, le pays dans les mains des puissances occidentales comme une protection. Et c'est ça d'ailleurs qui va conduire à la révolution, qu'on les Mollahs considèrent, et une partie de la population, on est totalement inféodé aux intérêts anglo-américains. Mais vous savez, moi je me souviens de l'Iran quand j'étais petit, quand j'étais enfant, mais la présence américaine, je l'ai en mémoire. Vous voyez, on a 6 mois d'écart, je vous rassure. Vous êtes d'octobre et je suis de mars 59. Donc on a vécu la même chose au même moment. La présence américaine, elle est réelle, d'abord parce que vous avez des supermarchés qui sont des supermarchés américains. Bien sûr. Vous avez, au-delà des conseillers, si vous voulez, militaires ou des diplomates américains, vous avez aussi... Il y a une chose il y a un étalon important en termes de modernité, c'est le cinéma. Vous avez, je crois, de mémoire, si je fais une erreur à 2 ou 3, vous m'en voulez pas, mais il y a peut-être 117, 118 salles de cinéma qui sont construites dans les années 70, enfin 60-70 en Iran, à travers le pays. L'occidentalisation est un fait. Vous avez des Américains ou des Irano-Américains qui viennent pour produire en fait des films. Le grand film, d'ailleurs qui a quasiment pas été diffusé, qui s'appelle en fait Caravane avec Anthony Quinn, il est produit en fait par des gens qui sont des Irano. Il y a des Américains, mais aussi des Irano-Américains qui ont été en fait formés aux États-Unis, qui ont travaillé pour Universal. Il y a un de mes oncles d'ailleurs, vous verrez sur le générique, qui s'appelle Razavi. Et si vous voulez, c'est assez intéressant parce que quand les islamistes en fait commencent la révolution, l'une des premières choses auxquelles ils s'attaquent, c'est les boîtes de nuit, c'est les cinémas. C'est le symbole même en fait de la présence occidentale, américaine et française. C'est un rejet de l'occidentalisme, et le Shah, le régime du Shah incarne cette évolution. Je vous ai dit avant qu'on intervenait que j'avais connaissance, j'avais connu des gens qui étaient proches du régime, qui disaient notre mission et l'obsession du Shah, c'est de moderniser ce pays rapidement. Cette modernisation passe par des étapes sociologiques qui sont contraires à la religion chiite, et il y aura une confrontation un jour violente qui finalement est arrivée en 79. Il y a ça, mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs. C'est aussi une révolution terrienne. En réalité, les Mollahs, je vous disais tout à l'heure, sont contre le Shah, pour partie en tout cas, parce qu'il a confisqué, il a acheté à vil prix, à très bas prix, leurs terres pour les redistribuer en fait à leurs ouvriers. Et si vous voulez, ça, ils ne le lui pardonnent pas. L'égalité homme-femme, ils ne le lui pardonnent pas. Et ce sont quand même 2 points qui sont extrêmement importants dans le déclenchement, je dirais, de la révolte portée par l'ayatollah Khomeini, qui, comme il sait qu'il n'est pas assez fort avec les islamistes, il est même pas soutenu par 100% en fait du clergé. Et donc il va aller chercher les communistes. Vous voulez dire que comme en Grèce, l'Église avait un patrimoine foncier gigantesque. Mais bien sûr, le clergé chiite iranien, c'était un très gros patrimoine foncier. Vous avez plusieurs chiffres, mais à minima, on était aux alentours de 25 à 30% du patrimoine foncier. Certains l'estiment à plus, mais c'est pour vous dire quand même l'importance qu'ils ont. Et il faut comprendre que là où ils ont des terres, ils ont le pouvoir à la fois religieux, mais aussi politique. Ils sont les juges de paix. C'est eux qui décident du bien et du mal et du destin en fait des gens finalement qu'ils font vivre. Alors, ce que je voudrais comprendre avec vous, Emmanuel Razavi, on ne peut pas évidemment passer en revue la totalité de ce qui est contenu dans ce livre. C'est un véritable document historique, c'est un document politique aujourd'hui et pédagogique pour comprendre la réalité de ce pays, la civilisation iranienne, les liens qui ont été abîmés, falsifiés entre la France et l'Iran. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé à la chute du régime. Donc le Shah s'enfuit en avion. Il est même pas sûr que les Américains vont pas le rendre. Vous nous le raconterez aux Iraniens. Et c'est l'impératrice Faradiba, grâce à l'épouse de Anwar el-Sadat, qui obtient que le Shah aille en Égypte où il se réfugie finalement. On voit l'instauration du début du régime de Mollah dès
79, il y a un homme très peu connu qui est essentiel, qui est Mehdi Bazargan, qui va être premier ministre qui va être premier ministre de l'ayatollah Khomeini, premier ministre des Mollahs, qui lui compte bien instaurer une véritable démocratie avec une sociologie différente. C'est un laïc, il est certainement musulman, mais c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est un vrai démocrate. Évidemment, il va très vite comprendre qu'il est dépossédé de son pouvoir et il claque la porte dès le début de la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis. Il s'en va, on n'entend plus parler de lui. C'était l'instant où on aurait pu considérer que le régime des Mollahs allait ouvrir l'Iran à la démocratie, mais le départ de Mehdi Bazargan signe la reprise du pouvoir total par les Mollahs. Comment on n'a pas pu... Alors c'est très intéressant ce que vous racontez. Donc le chat s'en va. Alors c'est le chat qui prend... En fait, il prend la décision de partir parce qu'il ne veut pas voir en fait le sang couler. Il aurait pu encore rester. Il décide de s'en aller. Probablement, selon certains témoignages, se disant qu'il pourra peut-être revenir plus tard. On l'espère toujours. L'histoire se fera autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'autour en fait de l'ayatollah Khomeini, dans son exil, il y a eu un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de gens qui étaient très politisés et qui rêvaient d'instaurer en fait une démocratie. Je veux dire par là que tous ne sont pas islamistes. Vous avez des intellectuels de gauche qui sont sans doute sincères, mais auxquels Khomeini de toute façon a menti très clairement. Et ces gens-là, lorsqu'il va prendre le pouvoir, vont obtenir assez rapidement d'ailleurs des postes importants. C'est-à-dire là, il va y avoir la tête du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre Gobzadeh d'ailleurs, bien sûr. Fusillé par les uns après les autres. Savre qui va devoir s'enfuir, le premier président de la République. Et ce qui est tragique, c'est que tous ces gens-là ont été presque des bras droits, des bras gauches en fait de l'ayatollah Khomeini. Ils l'ont payé cher ensuite. Et en fait, ils vont le payer de leur vie, mais surtout, c'est que Khomeini, si vous voulez, dans la foulée en fait des exécutions de ces gens-là, il va s'en prendre à l'ensemble des militants en fait de gauche qui l'ont soutenu, à commencer par les Moudjahidines du peuple. Ils vont vraiment payer le prix du sang, eux. Ils vont être arrêtés par milliers, exécutés par milliers, peut-être même d'ailleurs par dizaines en fait de milliers. Évidemment, ils sont pas les seuls. Vous avez aussi les gens qui ont soutenu le Shah, les gens qui sont simplement. Il suffit d'un soupçon pour être arrêté, exécuté à l'époque. Il suffit, d'avoir été un officier au gradé pour être arrêté, torturé, et abattu, assassiné. Très rapidement, l'Iran sombre dans la République islamique, tout simplement, et sombre dans le totalitarisme islamique. En à peine un an, vous avez raison. Démissionne en 81, je crois. Et c'est là que je rejoins assez votre auditeur Emmanuel, c'est que le Shah était un autocrate. Khomeini a instauré un totalitarisme. Et Khomeini, je le dis systématiquement, c'est important. Khomeini, vous savez, quand il était dans les années 40, à Téhéran, il y avait la radio iranienne. Et les témoins qu'on a interrogés, qui l'ont connu de près, nous racontent en fait que il écoutait les retransmissions sur la radio allemande de Téhéran des discours d'Hitler. Il était assez fasciné par ça. Khomeini était antisémite, en fait, en plus. Il y a une fascination aussi pour les frères musulmans égyptiens. Il est extrêmement proche des fédayines de l'islam, ce qui nous est raconté par le fondateur et gardien de la Révolution. Il y a quand même une petite tentation, à un moment donné, de rejoindre l'Allemagne. Il y a un flou qui s'installe. Alors c'est pas avéré, je crois. Les Allemands étaient très présents dans la région. Il y avait beaucoup de conseillers, d'ingénieurs allemands qui ont participé à la construction des chemins de fer. Mais comme en Turquie, en fait. Mais moi, je n'ai pas la connaissance aujourd'hui avérée du fait que, en tout cas, dans les gens... C'est au-delà, de toutes les manières, qu'une supposition. C'est une coopération qu'il y a. L'Iran est neutre, elle ne prend pas du tout parti en fait, pour le régime nazi. Le premier sommet du tournant de la guerre, c'est le sommet Téhéran en 43, et c'est bien à Téhéran que ça se passe. Qui va déterminer l'avenir de la guerre, d'ailleurs. Tout se joue là. Et tout se joue en fait à la conférence de Téhéran. Si vous voulez, en fait, ces gens en fait de gauche qui ont soutenu Khomeini vont comprendre ce qui est en train de se passer. Un certain nombre d'ailleurs vont basculer, ceux qui ne sont pas arrêtés, fusillés, vont basculer en fait dans l'opposition, dans la résistance, et donc vont partir dans différents pays, l'Irak, la France. La France va accueillir beaucoup d'opposants en fait au régime de Khomeini. Mais ce qui est surtout important, c'est que les Occidentaux ont quand même soutenu Khomeini. Khomeini, quand il rentre en Iran, il vient pas de nulle part. Il rentre à bord d'un avion Air France et il quitte la France en fait depuis Paris. Il est pris en charge par la France. Où il a été protégé par la police française. Donc en clair, si vous voulez, c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire que Khomeini se retourne contre ceux-là même en fait qui l'ont protégé et qui l'ont protégé contre le Shah, contre le roi, avec lequel, moi je pense, comme Jean-Marie, l'histoire quand même a été très injuste et il était temps de rendre... Moi je suis un fils de famille iranienne. Je considère qu'on nous a volé une partie de notre histoire. J'en parlais hier avec des amis autour de l'impératrice Farah, et quand on lui a offert ce livre, hier avec Jean-Marie Montali, parce qu'on tenait à le faire, parce qu'elle nous a parlé pour ce livre, comme plein d'autres, on lui a dit c'est un peu de l'histoire de l'Iran qu'on rend aux Iraniens. Nous sommes avec Emmanuel Razavi, co-auteur avec Jean-Marie Montali, Paris-Téhéran, le grand dévoilement, 50 ans de falsification française sur l'Iran. Nous décryptons tout doucement cette
période tragique où on nous a pas tout dit et on comprend en lisant ce livre, ce grand dévoilement. Effectivement, vous ne jetez pas le voile, vous retirez le voile qui avait cette omerta, qui avait sur la réalité de ce qu'était le régime du Chah, pour qu'on n'est pas en train d'encenser du tout, et en fait les mensonges qu'on nous a racontés et la fascination des intellectuels de gauche pour le régime des Mollahs. Vous restez avec nous, vous nous retrouvez dans quelques instants sur Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300. Perico Légas. Je reçois Emmanuel Radzavi, co-auteur avec Jean-Marie Montali de Paris-Téhéran, le grand dévoilement. On apprend beaucoup de choses sur les réalités, d'abord du passé de l'Iran, de cette histoire, des relations entre la France et l'Iran. Comment les intellectuels de gauche et certains médias nous ont présenté les ayatollahs à l'époque, en 79, comme des libérateurs. On voit où on en est aujourd'hui. Et finalement, l'histoire se répète. Les intellectuels de gauche encensent des tyrans en disant ils vont libérer leur peuple. Et ça se finit en cauchemar. Emmanuel Radzavi, il nous reste 5 minutes. Je voudrais que vous nous disiez, à partir d'aujourd'hui, quel scénario vous êtes en contact avec les anciens représentants de l'ancien régime. Vous avez rencontré l'impératrice Faradiba hier pour lui remettre votre livre. Il y a tous ces tyrans en exil, il y a de tout. Il y a des gens qui sont des nostalgiques du Shah, il y a des démocrates. Quel est l'avenir que l'on peut espérer si le régime de Mollah finit par tomber d'une façon ou d'une autre, soit de façon militaire, soit par une insurrection? Est-ce que la relève est prête? Parce que la grande inquiétude, c'est l'Irak, la Syrie. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Où la Syrie, ça se passe mal. Est-ce qu'en Iran, il y a suffisamment, est-ce qu'il y a un effectif politique, social, qui pourrait prendre la relève des Mollahs pour la continuité de l'État et l'instauration de la démocratie? Déjà, je vous remercie parce que vous avez la gentillesse de souligner qu'il y avait des oppositions iraniennes, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est une caractéristique majeure. Exactement, absolument. Les oppositions, en fait, iraniennes, donc elles sont plurielles, elles sont en général... Moi, j'ai interviewé beaucoup de chefs, des mouvements de résistance, en fait, de la résistance iranienne, des Baloutches, des Kurdes, des Azéris, évidemment les monarchistes, les libéraux de droite, de gauche, les centristes. Écoutez, ils ont tous en commun de vouloir une démocratie laïque pour l'Iran. Ils ont tous en commun d'être favorables à la protection des minorités ethniques. C'est important parce que l'Iran, c'est une mosaïque en fait de populations, de tribus et d'ethnies. Et puis, ils ont tous en commun aussi, et c'est suffisamment rare au Moyen-Orient pour le souligner, d'être en faveur. Ils veulent inscrire en fait dans le marbre d'une constitution la protection des minorités de genre, comprendre les minorités sexuelles notamment. Et donc, ces gens-là sont intéressants. Ils incarnent le futur en fait de l'Iran si le régime vient à tomber. Aujourd'hui, je me garde bien. Vous savez, le régime, je pense que tout est réuni pour qu'il tombe. Il a une assise populaire, un peu de régime. Oui, on sait que dans les campagnes, il y a encore des gens qui croient. Elle est très faible. Aujourd'hui, on l'estime peut-être à 10-15%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les gens qui sont les rentiers du régime ne sont plus payés par le régime. Donc, vous avez des policiers qui ne sont plus payés, qui ne se rendent plus, en fait, à leur travail. Vous avez, y compris dans les entreprises qui fournissent de la logistique, si vous voulez, en fait, aux militaires, des gens qui ne sont pas payés, donc qui n'ont pas envie d'y aller. C'est terminé. C'est-à-dire qu'on vous oblige à risquer votre vie, à tirer, en fait, sur vos frères, à massacrer d'autres Iraniens, et en plus ne pas être payé. Je vous posais la question au début de l'émission. J'avais dit que j'allais vous la poser, je vous la pose maintenant. Est-ce que c'est une juste guerre, comme l'a dit Bernard-Henri Lévy? Je comprends. On parle vrai sur cette antenne, Emmanuel Radzavi. Dites-moi le fond de votre pensée. J'ai couvert des guerres pendant 25 ans. C'est pour ça que je vous pose la question très librement. Je suis pas un vat en guerre. Par contre, je sais une chose, pour avoir interrogé beaucoup d'Iraniens, je suis pas un institut de sondage, mais la majeure partie des Iraniens de l'intérieur que j'ai interrogés étaient favorables à cette guerre, ce qui n'empêche pas qu'ils aient peur, ce qui n'empêche pas qu'ils se demandent ce qui va se passer, ce qui va en ressortir. C'est un mélange de sentiments, mais je sais qu'il y a beaucoup d'espérance. Et une personne qui m'est avec qui j'ai beaucoup discuté. Alors j'ai discuté de façon hachée, des fois 2 minutes, des fois 3 minutes, des fois par un message, me disait on a l'espoir que les Américains et les Israéliens fassent tomber ce régime. On a l'espoir qu'il y ait derrière un gouvernement de transition. La question maintenant est avec qui? Alors moi j'ai beaucoup interviewé, et je l'ai fait pour le Figaro Magazine le mois dernier, en fait, Reza Pahlavi, qui lui dit qu'il voudrait accompagner un gouvernement de transition en ayant autour de lui les autres mouvements. Que ça soit lui qui soit l'espoir du peuple iranien. Je sais pas pourquoi ça choque. Moi, je suis d'origine iranienne. Écoutez, je le crois fervent partisan de la démocratie. Il faut comprendre que les gens comme nous. Il n'est pas son père, on est d'accord. Mais non, en fait, vous savez, ça c'est le truc. On voudrait le réduire toujours au fils d'eux. C'est super agaçant. C'est une dynastie. Mais il a son destin, sa destinée propre. Qu'est-ce qu'il ferait arriver au pouvoir? Et qu'est-ce qu'il ferait arriver au pouvoir? Je crois qu'il l'a dit, il l'a écrit d'ailleurs. Vous trouvez son programme. L'urgence pour lui, c'est la reconstruction en fait immédiate. C'est faire en sorte que les Iraniens aient à manger. Et donc pour ça, c'est faire en sorte d'assurer la continuité de l'État. J'entends la continuité administrative.
administrative. Donc, c'est pas les règlements de compte. Ceux qui ont servi l'État comme fonctionnaires, cadres administratifs, continueront à servir en fait le prochain État. Si vous voulez, il y a un vrai plan. Mais l'ensemble des oppositions démocratiques aujourd'hui, elles sont à peu près sur ce logiciel. Ça serait une restauration quand même ou non? Ça serait pas une restauration? Je crois pas. Écoutez, alors moi je lui ai posé la question à 3 reprises quand même. Et la dernière fois, je lui ai posé la question pour le Figaro Magazine, il y a un mois. Non, aujourd'hui, il dit ce sont les Iraniens qui choisiront leur destinée. Enfin, à un moment donné, vous savez, je vois bien sur certains plateaux des confrères qui pensent à sa place. Il y en a même un qui nous expliquait que Reza Pahlavi parlait le persan avec un accent occidental, alors que le mec il parle pas le persan lui-même et que Reza Pahlavi parle parfaitement le persan. Si vous voulez, il y a des inepties qui sont reproduites parfois par idéologie. Il faut lui laisser sa chance, d'une part. De toute façon, c'est les Iraniens qui décident. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je dénie le droit à quiconque qui n'est pas iranien de parler à la place des Iraniens. Et même moi, qui suis de moitié d'Iranien, si je puis dire, je considère que je ne suis pas légitime pour parler à la place des Iraniens de l'intérieur. Donc, c'est certainement pas, si vous voulez, un géographe que j'ai entendu hier à la télévision qui nous fait, en fait, la promotion du régime islamique ou d'Ali Larijani. C'est pas ces gens-là qui vont décider de façon extrêmement claire. Ces gens-là, ils se sont fait les relais depuis 47 ans d'un régime qui a le sang de nos familles sur les mains. Je le dis de façon extrêmement clairement, puisqu'on parle de façon très claire, vous l'avez dit Perico. Voilà, après il faut que l'ensemble des oppositions soient écoutées, soient entendues. Emmanuel Razavi, vous ne parlez pas au nom du peuple iranien, mais vous avez écrit avec Jean-Marie Montali, Paris, Téhéran, le grand dévoilement, 50 ans de falsification française sur l'Iran, un ouvrage à lire absolument, c'est la formule consacrée aux éditions du CERF. En tout cas, pour comprendre ce qui se passe dans ce pays et ce qui va pouvoir s'y passer, c'est une source d'information, de réflexion, j'allais dire, et d'éclaircissement essentiel pour un décryptage de cette tragique actualité. Merci Emmanuel Razavi d'avoir été chez nous. Je n'écarte pas la possibilité de vous rappeler bientôt, parce que je sais qu'il y aura une suite à cette histoire. Je vais voir ce que votre bouquin va donner. À bientôt, merci. Merci beaucoup.